Et cet après-midi, on va écouter une conférence et qui, là aussi, j'espère, nous posera différentes questions et ouvrira un échange fécond les uns avec les autres. Alors, bienvenue à Bernard Vinera. Bernard Vinera, il est un familier des territoires ruraux pour avoir fait une maîtrise sur l'éducation dans le monde rural. Et puis, maintenant, il se trouve en ville. Et Bernard, il est prêtre. Et il s'est beaucoup intéressé à toutes ces questions de formation et d'éducation. Alors c'est à ce titre-là qu'on l'a invité. Il est intervenu plusieurs fois dans les milieux de l'éducation spécialisée. Et il voit l'importance dans la parole, dans l'action aussi bien sûr, mais la parole qui forme, qui donne un esprit et l'échange des uns avec les autres et qui donne une certaine fécondité à la vie. Alors on va l'écouter sur ce thème, éduquer, c'est quoi? Merci Bernard d'être venu parmi nous. Merci de votre invitation. Je précise tout de suite, le côté sombre de la salle à cette heure-ci pourrait être propice à quelques repos récupérateurs. Évitez seulement de ronfler trop fort. Voilà. Donc la question qui m'a été posée, qui est sur la présentation du tract, hein, c'est éduquer, c'est quoi? Alors je suis heureux qu'il y ait eu le film juste avant parce que vous allez comprendre que la liaison va être très facile pour moi. Éduquer c'est quoi? Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Il s'agit d'éduquer une personne, ou plusieurs, enfants ou jeunes. Une personne singulière dont le visage est l'une des premières manifestations. Un visage, c'est comme une porte qui ouvre sur un être absolument unique. Voilà, il n'y en avait pas de pareil, et puis il n'y en a pas de pareil ici non plus. Quoique l'espèce soit très développée par ailleurs, puisqu'il paraît que nous avons dépassé les 7 milliards. Dans l'éducation, je crois qu'il est d'abord question de relation. Et avant même toute intervention, la manière d'entrer en relation offrira ou non des conditions favorables pour une rencontre, même s'il y a dissymétrie dans la responsabilité. Quelle démarche éducative, réelle et prometteuse, pourrait se passer de la qualité de cette rencontre initiale? Et comme pour toute rencontre vraie, il faut écarter d'entrée de jeu toute tentation de contraindre, de posséder, de manipuler et même de séduire. Deux libertés se rencontrent dans l'acte éducatif. Deux libertés s'éduquent l'une l'autre. Le premier défi que tout éducateur doit donc relever, je crois, est de poser les yeux sur les visages offerts par l'enfance, par la jeunesse d'aujourd'hui, pour les accepter et leur sourire. Je sais que cette préoccupation est celle des enseignants, des éducateurs, des parents. Il faut absolument que l'autre se sache vu et reconnu tel qu'il se présente. Tout visage d'homme vous sollicite parce que vous êtes bien obligé d'en comprendre la singularité, le courage et la solitude. Sachons voir ce courage, la bonté, l'humour et aussi la solitude inscrits dans le visage des enfants et des jeunes. Seulement ensuite, nous pourrons inviter à découvrir une identité plus enfouie. Après cette petite introduction suggestive, essayons de poursuivre dans la réflexion. Il me semble que la question de l'éducation est vieille comme l'humanité. Depuis toujours, on s'est interrogé sur la ou les manières de transmettre les connaissances, les savoirs pratiques, mais aussi je parle au pluriel, des arts de vivre ensemble, et ce, dans un contexte empreint de violence à réguler. Car nous n'avons jamais été dans un monde de bisounours. La question éducative se pose justement parce que les choses ne vont pas de soi et qu'avant même de donner forme à un projet, de l'inscrire dans une histoire, il faut commencer par établir un contrat minimum pour que la rencontre ait lieu, pour qu'un apprivoisement élémentaire soit possible, pour que des repères communs
commence de lier confiance, là où peur réciproque et violence originaire défont l'humain. Oui, cette question de l'éducation est vieille comme l'humanité, et nous ne cessons de comprendre que les recettes mises en œuvre au cours des âges demandent en permanence des réajustements, voire des refontes complètes, car nous ne vivons pas entre ciel et terre. Combien de recherches surprenantes, de travaux plus ou moins fructueux depuis plus de 50 ans. Et pourtant, comme dit le proverbe chinois, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le passé. Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer, écrit Michel Serres dans Petite Poussette. Devant ces modes démodés, pourquoi ne pas plonger dans nos origines et relire quelques mythes fondateurs de nos civilisations? Alors même que les sciences n'existaient pas dans les formes que nous connaissons, des sagesses expérimentales ont posé quelques points de repère à même d'autoriser les bases d'une humanisation socialisante dans un univers dangereux que l'on croit peuplé d'esprits plus ou moins bienveillants, de divinités craintes mais encombrantes. Des réalités sacrées régissent un monde dans lequel un certain fatalisme oblige à réserver les comportements les plus irrationnels. Il y a des lois, je parle de l'origine, il y a des lois peu à peu discernées qui fondent le vivre ensemble. Une manière d'être, de connaître, parfois au moins de survivre. S'établissent ainsi progressivement dans ce monde sacré qui fait les origines, s'établissent ainsi des interdits religieux au sens archaïque du terme, les interdits du meurtre, de l'inceste, du mensonge. La nécessité de prendre femme ailleurs, la part de rêve dans l'acquiescement à la finitude et à la mort, comme pour Icare, le risque de l'enfermement mortifère sur soi, comme pour Narcisse. Ces interdits, il faudrait plutôt dire ces entredits, vous savez, l'interdit, c'est ce qu'on se dit entre soi. Ces interdits visent essentiellement à préserver la mort toujours possible du groupe, en se liguant, s'il le faut, contre les transgresseurs, jusqu'à finir par se trouver éventuellement un bouc émissaire. L'interdit est donné pour continuer à vivre ensemble. Voilà ce qu'on va se donner comme repère, ce qu'on va se dire entre soi pour continuer d'exister. Le mythe, les mythes fondateurs, au pluriel encore une fois, répondent aux besoins quasi pathologiques de l'homme de trouver sa place dans la société, dans sa famille, dans sa patrie, dans sa fratrie, dans son travail, dans son environnement proche ou lointain. Trouver sa place. Cela exprime aussi toujours un rapport complexe entre l'individu et la société dans laquelle vit cet individu. Revenons au mythe fondateur, Icare, ou bien comment fuir l'enfermement du dédale de la société grecque, Prométhée, ou comment échapper à une condition humaine bien misérable dans un univers si puissant, Antigone, ou comment faire ce qu'on croit être bon face à une cité qui le réprouve, Iphigénie, ou comment échapper à son destin de fille sacrifiée au nom de toutes les causes. Ce rapport complexe entre l'individu et la société se double d'une tension entre ce qu'on pourrait appeler le mythe de l'éternel retour, qui est fondé sur une conception circulaire du temps, une conception liée à l'observation des cycles de la nature. D'une part, le mythe de l'éternel retour, et d'autre part, le mythe de Pandore. Pandore, la première et la plus belle des femmes, dit-on, qui laissa échapper de sa boîte tous les maux, MAUX, mais retint pour son homme l'espoir, l'espérance folle de chaque génération pour inventer une nouvelle forme de vie, mythe individuel de la fuite en avant.
mythe de l'éternel retour, toujours en tension avec ce mythe de l'éternelle fuite en avant, de l'individuelle fuite en avant. Autrement dit, articulation jamais pleinement acquise de la pérennité et de la nouveauté, de la continuité et de la rupture. Nous voici donc replacés au cœur des défis toujours présents dans les questions d'éducation et d'ailleurs plus largement dans le questionnement radical qu'inventent des sensibilités politiques nouvelles. Construire une identité, servir une liberté, vivre ensemble différents, trouver les mots justes pour des relations ajustées, juguler la peur et la violence. On pourrait aussi traduire plus largement comment travailler ensemble, comment vivre avec moins. Qui est capable d'inventer les formes de vie de demain? Avec qui? Pour qui? Comment développer un mode d'organisation davantage en réseau qu'en boucle? Je vous propose maintenant de préciser quelques termes de vocabulaire. Élever, former, instruire, transmettre, dresser, développer, initier, avant de revenir au verbe éduquer. Tout à l'heure, d'ailleurs, à table, on a risqué une formule que j'ai trouvée intéressante, méfiez-vous, disait on dresse un cheval, mais on éduque un âne. Je laisse à son propriétaire cette phrase, mais ça m'a amusé. Peut-on risquer quelques synonymes pour parler d'éducation sans dire toutefois la même chose, mais en complément les uns des autres? Élever. L'image est belle. Elle parle de quitter le sol pour grandir. Le petit est à quatre pattes. Il ne parle pas encore. Il faudra qu'un jour, droit dans ses bottes, il assume ce qu'il dit. Ce jour-là, on dira de lui qu'il est bien ou mal élevé. Former. Donner une forme. Il y a l'idée d'une patte qui se travaille avec art, avec minutie. Mais on peut aussi formater, cloner. L'éducation est-elle un moyen de reproduire le modèle de départ? Instruire, transmettre des savoirs et des savoir-faire, donner des connaissances, du contenu, enseigner, cultiver, entretenir la curiosité, entrer dans l'histoire qui nous précède. On ne part pas de rien. Se reconnaître héritier, cela demande une mémoire et des apprentissages. Il faudra faire des exercices. Cela demande des maîtres compétents, des pédagogues. Mais instruire, suffit-il à faire un citoyen, un honnête homme? Peut-on instruire le cœur? Favoriser le développement. La personne humaine est tissée de multiples liens, physiques, intellectuels, psychologiques, affectifs, et j'en passe, spirituels, au sens large du mot. L'éducation ne se place-t-elle pas au service d'une harmonie dans le développement, prenant en compte toute la personne, dans le respect des lois qui régissent chacun des domaines? Cela renvoie l'éducateur à l'idée qu'il se fait de ce que c'est qu'un être humain, corps, cœur, esprit.